Amis auditeurs, bonjour et bienvenue sur Fréquence Histoire. Aujourd'hui, je suis accompagné, comme d'habitude, de Franck. Bonjour Franck. Bonjour Gauthier, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder, dans le cadre de notre émission Date clé, la date du 13 mai 1968. C'est mai 68, naturellement, en ce cinquantenaire de cet événement. Mais c'est une partie de mai 68. Ce n'est pas le mai étudiant, c'est plus exactement le mai 68 ouvrier. La date du 13 mai 1968 est considérée classiquement comme le début de cette période ouvrière, de ce grand événement historique, à la fois politique, culturel et social. Pourquoi la date du 13 mai? Parce que c'est le début d'une grande grève générale qui, à ce jour, est encore, malgré les événements de 1995 ou de cette année même, la plus grande grève générale de l'histoire de France. Alors bien sûr, il y a eu des réminiscences à cette époque un petit peu du Front populaire ou de la Libération. C'était quelques décennies après, hein, c'était pas non plus il y a des siècles. Et puis, bien sûr, il y a eu, comment dirais-je, jonction ou disjonction, on le verra, avec le mouvement étudiant. Tout cela ne s'est pas forcément organisé de manière très cohérente. Il y a pu avoir des différences d'appréciation sur la forme à apporter au mouvement de mai 68. C'est ce que nous aborderons dans notre émission, date clé, 13 mai 1968, Franck, les débuts du mai 68 ouvrier. Alors comme tu l'as dit Gauthier très justement, c'est la première fois dans l'histoire, on va dire, qu'une grève générale sauvage paralyse un pays complètement, un pays parvenu au stade de la société de consommation. Alors bien évidemment, par le passé, il y a eu des grèves qui avaient bloqué des pays, mais ce n'était pas des pays qui étaient arrivés au stade de la consommation. Et mai 68 a surpris à la fois par son ampleur et par sa capacité justement à bloquer un pays. Alors comme tu l'as dit, le lundi 13 mai 1968, les syndicats ouvriers, CGT et CFDT, déclenchent une grève générale, sauvage, et ils appellent à rejoindre les étudiants qui manifestent depuis le début du mois. Donc on peut un peu rappeler le contexte. À partir du 22 mars de la même année, un groupe à tendance anarchiste se crée à l'université de Nanterre autour de Daniel Cohn-Bendit. Il s'agit du mouvement du 22 mars. Donc les étudiants qui le composent réagissent à l'arrestation de ce qu'ils appellent déjà les camarades lors d'une manifestation contre la guerre du Vietnam. Ils occupent la salle du conseil de la faculté de lettres et l'occupation dure et les incidents se multiplient, si bien que le recteur décide de fermer la faculté. Donc on l'a dit, le meneur de ce mouvement du 22 mars, c'est Daniel Cohn-Bendit. Petit focus rapide sur Daniel Cohn-Bendit. C'est un homme qui est né le 4 avril 1945 en France. Il a la nationalité française que depuis 2015, parce qu'en 1959, il a opté pour la nationalité allemande. Donc il est connu pour être un militant libertaire, il a fait ses études à Paris-Nanterre et il est considéré comme un des meneurs principaux de mai 68. On l'a surnommé Danny le Rouge. Au niveau du contexte social, politique, économique, Gauthier, on peut également dire que le pays arrive à la fin des 30 Glorieuses. Période faste pour l'économie française. Simplement, tout le monde ne bénéficie pas justement de cette embellie économique. Il y a de nombreuses fermetures d'usines dans le textile, la mécanique, la métallurgie. On compte à peu près, pour l'époque, ce qui est énorme, 502 000 demandeurs d'emploi. Il y a 5 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et en plus, il y a 2 millions de personnes qui perçoivent des salaires de l'ordre de 500 francs anciens, bien évidemment, par mois. Donc il est important aussi de rappeler que 1968, Gauthier, ça fait également référence à mai 58, lorsque De Gaulle était arrivé au pouvoir en jouant, on va dire habilement, de circonstances exceptionnelles, parce qu'il apparaissait, à tort ou à raison, comme le recours après l'émeute du 13 mai et la prise du pouvoir de l'armée à Alger. Donc il y avait également, au-delà de cette crise politique, économique et sociale, il y avait également des tensions politiques avec cet anniversaire qui fêtait justement
les 10 ans de la prise de pouvoir de De Gaulle, dont certains évoquaient déjà un coup d'État originel. Oui, certains, notamment François Mitterrand, candidat à l'élection présidentielle de 1965, à peu près 44% des suffrages exprimés au second tour de l'élection. C'était donc une force, la force de l'union de la gauche, qui deviendra, enfin pas l'union de la gauche au sens du congrès d'Épinay, mais de l'union de toutes les forces de la gauche, ce qui deviendra à partir de 1966 la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, FGDS. Lui, Mitterrand, avait écrit un livre, effectivement, qui s'appelait Le coup d'État permanent, comme quoi ce thème du fait que la prise de pouvoir gaulliste en mai 1958 était un coup d'État déguisé, avec des réminiscences autour de la figure de Napoléon III notamment, c'était un thème assez dans l'air du temps en 1968. Et puis 1968, c'est aussi quelques mois après la consécration, une nouvelle consécration du pouvoir gaulliste, puisque il y a eu les élections législatives en 1967, eh bien elles ont exprimé, même si elles ont exprimé une certaine lassitude de l'opinion publique à l'endroit du régime gaulliste qui était en place depuis 9 ans. Pour autant, la force du général de Gaulle, la principale force de droite, principale avec les républicains indépendants qui étaient giscardiens, cette principale force, l'UDR, a de nouveau obtenu la majorité législative. Georges Pompidou, Premier ministre, a été maintenu à son poste. On verra qu'il ne survivra pas d'ailleurs à mai 68. En tout cas, c'est apparemment la consécration du pouvoir gaulliste. Même si, tu l'as indiqué Franck, il y a les soubresauts de la guerre du Vietnam, qui est une des conséquences de la décolonisation française. Il ne faut pas oublier que mai 68, au sens large, c'est-à-dire le mouvement ouvrier et le mouvement étudiant, et puis aussi la récupération politique à droite et à gauche, ça s'inscrit tout de même dans un mouvement plus international, qui est une sorte de mai 68 mondial, conséquence à la fois de la guerre froide, conséquence d'un des épisodes de la guerre froide qui est la guerre du Vietnam, et puis conséquence de mouvements qui ont précédé, qui ont préexisté dans différentes universités, à Berkeley, à Tokyo, à Mexico, l'émergence aux États-Unis du mouvement hippie, de la libération sexuelle, lui-même subséquent au mouvement beatnik des années 1950, tout cela naturellement par capillarité, avec quelques années de retard, avec la radio, la télévision, le rock'n'roll, a essaimé en France pour donner un mai 68 français. Tu as indiqué aussi, Franck, brièvement, que c'était les 30 Glorieuses. Évidemment, c'était les 30 Glorieuses. Alors, c'était quelques années avant ce qu'on pouvait soupçonner, c'est-à-dire le choc pétrolier de 1973. C'est pour ça qu'on dit que les 30 Glorieuses, en fait, c'est 1945, 44, 1973. 29 années de relative prospérité économique, de l'inflation, certes, mais une puissance industrielle et des taux de croissance de 4 à 7% par an. Mais c'est aussi les 30 Glorieuses, somme toute, Franck, je crois, on pourrait dire les 30 Glorieuses politiques, puisque c'est le compromis gaulo-communiste de 1944 qui subsiste plus ou moins, parce que quand De Gaulle est arrivé au pouvoir en mai 1958, il a amené dans ses bagages des hommes du gaullisme de gauche. Ça n'était pas des communistes, mais c'était des gens qui étaient de gauche sincèrement et séduits par le message gaulliste. Des gens comme André Malraux aussi, qui deviendra ministre de la Culture. Et puis, là-dedans, aux côtés du Parti communiste, il y a la CGT, le plus puissant syndicat de France, qui a encore des centaines de milliers d'adhérents, et dont on verra, Franck, que durant mai 68, il a plutôt un rôle modérateur et qu'il est parfois dépassé par certains éléments gauchistes. De sa base, oui. Alors c'est intéressant que tu parles du Parti communiste français, parce qu'à l'époque, il était déjà, on peut dire, la première force de gauche, mais concrètement, en prenant en compte le contexte politique français, le Parti communiste français dans les années 60 n'arrive toujours pas à se déstaliser et il a du mal en fait à poursuivre ses objectifs révolutionnaires. Il faut être aussi clair, la jeunesse aujourd'hui n'est plus du tout attirée à l'époque, en 1960, 65, comprendre la décennie 1960, elle n'est plus attirée par ces bureaucraties sclérosées du RSS et de l'Europe de l'Est, alors que leur modèle se situe maintenant désormais plutôt, Gauthier, du côté de Cuba ou de la Chine populaire. Comme tu l'as dit, parallèlement, il y a également des gauches non communistes, et elles aussi, elles ne parviennent pas à sortir de leur division et de leur discrédit, et ainsi, donc, s'ouvre un espace pour des groupes gauchistes,
qu'on appelle pro-chinois, trotskistes, ils se multiplient en marge des grandes organisations officielles. Alors en fait, il faut vraiment comprendre mai 168 comme une époque en fait dans un monde qui est en rapide mutation. Certaines fois, il y a des mutations qui sont plutôt longues ou moyennes, mais là, c'est une mutation rapide. Il y a eu une accélération depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale de l'exode rural et de l'urbanisation. Il y a eu également une augmentation considérable du niveau de vie, la massification de l'éducation nationale et des universités, l'avènement de la culture et des loisirs, les spectacles, les grands médias de masse. Tout cela représente des changements accélérés en moins d'une génération. Donc comme tu l'as dit, c'est également l'affirmation de la jeunesse. Dans les années 60, elle représente, selon les statistiques plutôt officielles, elle représente plus d'un tiers de la population et elle entend en fait s'affirmer comme une catégorie socio-culturelle et politique à part entière. Contrairement aux années passées, la jeunesse a maintenant une presse à elle. On peut dire comme principaux titres Actuel et Harakiri. Elle a des émissions de radio très suivies comme Salut les copains ou des chanteurs attitrés, notamment Johnny Hallyday, les Beatles, les Rolling Stones. Et donc, elle a ses propres malaises, ses propres revendications, notamment en matière de liberté sexuelle, revendications qui ne sont à la fois pas comprises par le pouvoir public et également par le monde adulte. On peut également dire que sur le plan religieux, la France est encore très majoritairement catholique et que le Concile Vatican II s'est terminé donc en 1965 et il a profondément ébranlé, voire divisé le catholicisme français. Donc en ce mois de mai 68, il y a un contexte religieux qui est particulier, un espèce de renouveau, si je puis dire. Il y a également un renouveau intellectuel, il y a également un essoufflement, comme tu l'as dit Gauthier, par rapport aux élections du pouvoir gaulliste, et puis il y a des mouvements d'extrême gauche, on va dire de la base, qui arrivent en fait à déborder les grandes formations politiques. Donc on l'a dit, donc mai 68 commence par un mouvement à la Sorbonne. Donc le 3 mai 68, on va faire vite pour vraiment se concentrer sur le 13. La police, à la demande du recteur Jean Roche, fait évacuer la Sorbonne. Il y a des premières barricades qui se dressent. Et donc la crise de mai 68 commence avec des étudiants dans le quartier latin. Les images sont connues, elles sont célèbres. Barricades, pavés, cocktails Molotov, des étudiants contre les matraques et les gaz lacrymogènes. C'est un peu l'image d'Épinal ou l'image, on va dire, les légendes noires. Mais la révolte, d'abord universitaire, débouche sur des grèves et une crise de société généralisée. 7 jours plus tard, le 10 mai, on parle de la nuit des barricades. Donc la révolte des étudiants atteint son point culminant dans la nuit du 10 au 11 mai, au cours de laquelle étudiants et CRS s'affrontent dans de véritables combats de rue. Voitures incendiées, rues dépavées, on retire les pavés, vitrines brisées, des centaines de blessés. Le pays est stupéfait de l'agitation étudiante, jusqu'à là isolée. Et paradoxalement, Gauthier, à la fois à la faveur d'un pouvoir politique qui s'essouffle, et cette décennie de pouvoir gaulliste finit par agacer les gens, cette manifestation étudiante rencontre d'une certaine façon une sympathie de l'opinion publique. Et déjà à l'époque, les médias parlent des violences policières à l'endroit des étudiants avec le fameux slogan CRS-SS. Donc cette nuit des barricades marque vraiment un tournant. Et par la suite, les syndicats ouvriers désirent prendre le relais en faisant une manifestation justement le 13 mai pour célébrer à leur manière, un peu, petit clin d'œil de l'histoire, on peut dire, comme on a vu il n'y a pas longtemps avec les troupes de Mélenchon qui ont célébré les 1 an d'Emmanuel Macron avec la fête à Macron. Bah là, c'est pas la fête à Macron, c'est la fête à De Gaulle. Le 13 mai, les syndicats ouvriers déclenchent une grève générale sauvage. Sauvage, ça veut dire qu'ils ne préviennent pas leurs employés, leurs patrons, leurs chefs d'entreprise, conformément en fait au droit syndical en vigueur en France. C'est qu'on peut faire grève, mais il faut au préalable déposer l'avis de grève et en informer son patron. Donc le 13 mai, Gauthier, la grande grève est lancée. Effectivement, ça c'est le surlendemain de la nuit des barricades, cette nuit du 10 au 11 mai,
qui avait suscité tout de même la protestation d'assez large part de l'opinion publique. Les centrales ouvrières avaient protesté et elles avaient donc appelé à la grève et aux manifestations le surlendemain. Il faut dire que même un parti politique comme les Républicains indépendants, pourtant giscardiens, pourtant alliés du général de Gaulle, avait émis des protestations. Pourtant, Giscard d'Estaing était ministre des Finances sous général de Gaulle. Comme quoi, il cherchait déjà à se distinguer. Il se distinguera encore l'année suivante, en 1969, en appelant à voter non au référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat. Pour revenir à ce que tu disais sur les prémices de mai 68, trois indications. Il faut contextualiser cela aussi vis-à-vis de la guerre froide, en rappelant que ça intervient quelques semaines après le printemps de Prague, qui est un des événements majeurs de la guerre froide, qui est un des événements qui montre le recul de l'autoritarisme soviétique, en tout cas la contestation plus efficace de l'autoritarisme soviétique, le fait que l'Union soviétique ne peut plus, comme cela, facilement intervenir en dehors de ses frontières, puisque la Tchécoslovaquie est alors un État satellite de l'Union soviétique. C'est une république socialiste depuis la libération par l'armée rouge en 1945, mais on peut penser qu'elle n'est pas socialiste de son gré. Eh bien, le printemps de Prague, les morts du printemps de Prague et le retentissement international de cet événement donne naturellement une résonance particulière à mai 68 qui intervient quelques années ensuite, quelques semaines ensuite. Tu indiquais, Franck, qu'il y avait diverses chapelles de l'extrémisme de gauche, des marxistes, des trotskistes, des maoïstes qui intervenaient au-delà simplement du champ politique des grands partis, c'est-à-dire la SFIO et le Parti communiste, et puis des deux grands syndicats, la CFDT et la CGT. Il y a aussi toute une autre gauche, une deuxième gauche, comme on dit, qui est en voie de constitution et dont mai 68 est un petit peu l'agent accélérateur. On peut dire en quelque sorte que les acteurs, enfin on peut dire c'est factuel, hein, les acteurs de mai 68, on les retrouvera souvent à partir de 1981 aux plus hautes fonctions de l'État et comme membres de cette deuxième gauche, hein, des gens comme Michel Rocard, des gens comme Jean-Paul Huchon, voilà, divers profils, Lionel Jospin, un petit peu d'une certaine façon, sont des acteurs d'une deuxième gauche qui se veut anticommuniste, qui se veut réformiste, qui pour l'instant est un petit peu brouillonne, est un petit peu bouillonnante, parce qu'elle réfléchit par exemple à l'autogestion ou parce qu'elle se pique d'écologie politique, mais qui, 10 ou 15 ans plus tard, avec la gauche au pouvoir sous François Mitterrand, qui lui n'est pas de la deuxième gauche, qui est un homme de gauche assez récent et d'une gauche assez pragmatique, cette deuxième gauche, elle arrivera au pouvoir avec notamment, comme on l'a dit, des hommes comme Rocard, qui, par exemple, Rocard est élu député dans le cadre d'une élection partielle en 1969, il s'implante à Conflans-Sainte-Honorine, et c'est déjà, en mai 68, une des figures mineures de ce mouvement. On a voulu aussi faire intervenir des caciques de la gauche, des figures comme Pierre Mendès France, et puis ça a été un petit peu un acte manqué, je crois que je suis pas sûr, je crois que c'est le meeting du gymnase Charletti en 1968, il faudrait vérifier si c'est Japy ou Charletti. C'était un petit peu un acte manqué. Et puis des figures comme François Mitterrand étaient un petit peu en retrait aussi en mai 68. Et une figure comme Georges Marchais, lui, s'est montré assez... on pourrait dire, vu d'extrême gauche, assez réactionnaire, puisque Franck, il a estimé que mai 68, c'était, pour reprendre le mot de Lénine, une affaire de gauchiste, donc une affaire de cette maladie infantile du communisme. Oui, parce que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on on essaie de vous le montrer, et j'espère que nous avons réussi à transmettre ce message, c'est que mai 68 est la conjonction et l'addition de deux phénomènes, de deux mouvements, le mouvement étudiant et le mouvement ouvrier, pour ne pas dire syndicaliste. Mais très rapidement, lors du 13 mai, donc, il y a une immense manifestation composée de lycéens, d'étudiants et de grévistes, employés de toute la France, traverse Paris.
Et au milieu de l'après-midi, toutes les artères de Paris sont bouchées, gare de l'Est, gare du Nord, Bonne Nouvelle, Châtelet, Bastille, République, sont pleines de manifestants. Et déjà des polémiques sur le comptage, Gauthier, des manifestants. La CFDT parle d'1 million de manifestants, l'ORTF en annonce 171 000. Bon, d'expérience, on fait la moyenne entre les deux, c'est Voilà. à peu près le bon chiffre. Voilà, et aujourd'hui, les estimations disent 500 000 personnes. Mais ce qui est intéressant et novateur, pour rebondir et faire suite à ton propos, Gauthier, c'est que déjà les syndicats, le jour même du 13 mai 68, ils espéraient avec cette manifestation symbolique calmer les troubles dans le milieu universitaire afin que le discours en fait des étudiants ne contamine pas les ouvriers. Concrètement, les militants syndicalistes, les militants historiques de la CGT voient d'un mauvais œil la montée en puissance de ce mouvement spontané, et donc spontané dit forcément incontrôlable par eux, et qui n'obéit pas en fait aux slogans habituels, et même au mode d'organisation habituel. Et en fait, l'enterrement espéré par les syndicats débouche sur une crise qui devient à la fois politique et sociale, notamment suite à la réouverture de la Sorbonne, et surtout la façon en fait la capacité que les étudiants vont avoir à transformer en fait l'université de la Sorbonne, certes de manière éphémère, mais comme le foyer central de la contestation. Oui, effectivement, il y a eu parfois une rupture entre les syndicats et puis les organisations étudiantes, même s'il y a aussi eu des contre-exemples de jonctions réussies entre milieu étudiant et milieu ouvrier, y compris avant mai 68 d'ailleurs. Initialement, alors certes, la masse des ouvriers ne comprend pas les revendications des étudiants, qui sont avant tout des petits bourgeois, qui sont avant tout des Parisiens par ailleurs, même si bien sûr, naturellement, le mouvement essaime en province. On aura même une tentative de mouvement communaliste. À Nantes, par exemple, il y a eu une tentative de commune au niveau de la fac de Nantes en mai 1968, par un monsieur dont j'ai oublié le nom, mais qui après est devenu avocat et candidat centriste MoDem aux élections locales. Voilà, ça donne un petit peu l'évolution des parcours. Il y a eu donc un mouvement qui a essaimé, mais qui n'a pas toujours fait sa jonction avec le mouvement ouvrier. Même s'il y a des contre-exemples, notamment avant mai 68, par exemple en janvier, c'est Yvon Chotard, le monsieur dont je cherchais le nom. Il y a eu des contre-exemples, par exemple en janvier à Caen, à la fin du mois de janvier 1968, des ouvriers spécialisés, de jeunes ouvriers, de jeunes OS de la Savième, une filiale de Renault qui fabriquait des véhicules industriels, a réussi par exemple une jonction jamais vue avec des étudiants d'extrême gauche. Alors c'est vrai qu'ils avaient en commun l'âge, ils avaient de part et d'autre une vingtaine d'années. Et les ouvriers les plus vindicatifs et les plus radicaux du mouvement ouvrier, du mai 68 ouvrier, étaient naturellement de jeunes gens. Mais cette jonction, elle ne s'était jamais vue. S'en suivit une manifestation de casseurs, bon le terme est un petit peu anachronique, on dirait de casseurs maintenant, à Caen, à la fin janvier 1968, qui a été contesté par les syndicats qui essayaient, eux, de jouer un rôle de modération. Quand on explique qu'un syndicat comme la CGT essaye de modérer les choses, c'est parce que nous sommes, quelques mois après cette annonce, en août 1967, des contrats d'intéressement qui ont été mis en place par une ordonnance du gouvernement Pompidou et qui faisaient donc espérer les syndicats et qui laissaient entendre, Franck, que le traditionnel défilé du 1er mai en 1968 serait somme toute assez calme parce qu'il y avait la croissance économique, parce qu'il y avait les promesses d'emploi, d'investissement et de hausse des salaires induites par ces contrats d'intéressement qui est une des... je ne me suis pas intéressé de près, mais je suppose que c'est assez lié à cette politique gaulliste dite de la participation, c'est-à-dire faire participer les salariés à la vie de leur entreprise et notamment à l'actionnariat. Pour le capital, oui. Pour le capital. On peut également noter, Gauthier, toute proportion gardée avec une comparaison avec aujourd'hui, lorsqu'on voit les récentes manifestations qu'il y a eu à Paris et lorsqu'on voit les personnes qui ont été arrêtées, et là je renvoie l'actualité la plus récente, des fils de banquiers, des centraliens payés à 4 000 € par mois, enfin en tout cas il y en avait un apparemment.
cette division en fait entre le milieu syndical et le milieu étudiant, elle peut également s'expliquer par un contexte de classe. Pour caricaturer un peu, les syndicats sont plutôt animés par des militants ouvriers, donc sous-entendu classe moyenne, voire classe faible, voire défavorisée, alors que les étudiants sont plutôt issus, à tort ou à raison, du moins c'est la vision qu'en avaient les syndicats, comme des enfants de bourgeois, comme des gosses de riches. Donc les préoccupations n'étaient pas tout à fait les mêmes. Certains voulaient, pour faire simple, voulaient s'amuser, profiter de la vie, alors que d'autres c'était plutôt avoir un travail et nourrir la famille. Donc au-delà de l'aspect incontrôlable du syndicalisme étudiant, je ne sais pas si la formule est adéquate, mais au moins on sait de quoi je parle, au-delà de cette opposition éventuelle concernant les objectifs à atteindre, il ne faut pas non plus mésestimer et sous-estimer ce rapport de classe entre une jeunesse qui fréquente les beaux lieux parisiens, notamment le quartier latin, le Louvre, Châtelet, Odéon, qui va être le théâtre de l'Odéon, qui va être un des hauts lieux donc justement des débats lors de mai 68, et justement la condition ouvrière. Ce qui est important de comprendre, c'est que cet événement de mai 68, d'une certaine façon, après une certaine sclérose, je parlais en début d'émission de la sclérose des républiques soviétiques ou des républiques communistes dans les pays de l'Est, il y avait également, Gauthier, en France, une espèce de sclérose, un climat intellectuel un peu ralenti, une espèce d'autocensure. Et mai 68, en fait, va totalement libérer la parole. Et j'ai cette image en tête, une photo qu'on peut trouver sur Internet, je crois, je l'ai vue dans un livre, c'est Odéon, où c'est écrit « Odéon est ouvert » avec des drapeaux rouge et noir. Alors bien évidemment, il ne faut pas comprendre que l'Odéon est ouvert, venez tous, c'est gratuit, on peut rentrer. C'était Odéon est ouvert au sens que la parole est maintenant libre. La parole est libérée et tout le monde peut en jouir, faible, riche, fort, faible, je l'ai dit, ouvrier, étudiant. Donc il ne faut vraiment pas aussi sous-estimer ce contexte de classe entre d'un côté des ouvriers et de l'autre les prétendus, en tout cas ils sont vus comme tels, fils de la bourgeoisie et qui sont étudiants. Le monde ouvrier à son tour entre en scène. Les ouvriers de Renault comme ceux de Sud Aviation à Nantes occupent les usines. L'usine de Boulogne-Billancourt est occupée après celle de Flins. À l'intérieur de l'usine, les meetings se tiennent autour des délégués syndicaux, les revendications sont précises. Cependant, des orateurs déclarent « Les étudiants veulent rendre plus humaines leurs universités et nous, travailleurs, nous voulons rendre plus humaines nos usines. » Un cortège arrive du quartier latin, les étudiants veulent établir la jonction avec les ouvriers. L'usine restera fermée, les occupants s'opposent à l'entrée des arrivants à l'intérieur, ils veulent éviter de créer l'occasion d'une intervention des forces de police. Les quelques contacts auront lieu sur la place, dans les cafés. Oui, c'est un petit peu finalement la fin de beaucoup de choses. C'est à l'université la fin des mandarins, ces professeurs qui faisaient des cours magistraux, que l'on écoutait magistralement, en silence, sans intervenir dans les cours. C'est aussi plus largement, et on l'a beaucoup dit, et c'est assez factuel je pense, même si c'est un petit peu abstrait, c'est la fin du père, hein. Que le père soit un patron, que le père soit policier, que le père soit, je ne sais pas, qu'il vienne d'une famille paysanne, parce que à l'époque des pères de ces étudiants, la majorité de la France était rurale, que le père ait fait les guerres de décolonisation ou même la Deuxième Guerre mondiale, et peu importe qu'il ait été résistant, parce que dans l'esprit de ces gens, il y a beaucoup d'amalgame. C'est la fin du père, et c'est bien sûr la fin du premier des pères, qui est le général de Gaulle, ce père que l'on ne supporte plus, que l'on affuble de tous les noms, que l'on grime en nazi, ce qui est
particulier s'agissant du général de Gaulle, naturellement. C'est aussi la contestation aussi de l'État. C'est aussi la contestation de l'État, au-delà de la contestation des forces de police. C'est par exemple, pour cette deuxième gauche que j'évoquais il y a quelques minutes, une certaine contestation d'un certain jacobinisme. Et nous verrons que ces acteurs de mai 68, qui faisaient partie de la deuxième gauche, au maximum, ils étaient certes anarchistes totalement, mais au minimum, ils étaient pour aussi une déconcentration des pouvoirs, une décentralisation de l'administration, la décolonisation de la province, comme le dira Michel Rocard dans un rapport, je crois que c'est un congrès de la SFIO, du Parti Socialiste, j'en suis pas tout à fait certain. Décoloniser la province, ça veut dire, dans l'esprit de ces gens, que la France officielle, en quelque sorte, laisse un petit peu la province s'émanciper, laisse des initiatives locales s'aimer, laisse peut-être des formes d'organisation politique, sociale, culturelle, économique, locale prospérer. C'est un petit peu ça, une partie des idées de mai 68, au-delà des choses un petit peu spectaculaires, à Odéon, au-delà de choses comme le spontanisme, on n'en a pas tellement parlé, qui est un petit peu surpris, parce que c'était le mouvement étudiant un petit peu à l'excès, on ne savait plus trop où ça voulait nous emmener. Il y a une chose aussi intéressante que tu as dit, Franck, tout à l'heure, c'est, en parlant de sclérose, c'est que l'on n'avait pas tout à fait prévu mai 68, en illustre un célèbre article du Monde qui est souvent cité, c'est un article de Viançon-Ponté qui, le 15 mars 1968, explique, le titre de l'article c'est « Quand la France s'ennuie ». Quand la France s'ennuie. Et justement, la France, elle s'ennuie, mais après la nuit des barricades du 10-11 mai, De Gaulle est sceptique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il laisse Pompidou gérer les affaires. Et tu l'as dit, on parle de sclérose, mais De Gaulle est un peu en dedans, il est un peu absent de son rôle. Le lendemain du 13 mai, donc le 14, De Gaulle part en Roumanie, donc du 14 au 18 mai, ce qui est un peu étonnant comme position de partir... Et Pompidou, il est en Iran. Pompidou est en Iran, oui. Il part du 14-18 mai, De Gaulle, en Roumanie, après un énorme mouvement de grève qui a paralysé tout Paris. Donc là, il y a quand même un problème, on va dire, de vision politique et de prise sur le réel. Et pendant ces 4 jours, la grève, elle se développe et des millions donc de grévistes paralysent la France. Et c'est Pompidou en fait qui apparaît comme le chef de l'État, mais Pompidou, même s'il apparaît comme le chef de l'État, il n'a pas on va dire le pouvoir entre guillemets d'agir comme le chef de l'État, ou plus exactement, lui-même n'a peut-être pas la capacité morale, intellectuelle, politique, on mettra ce qu'on veut, d'agir comme un chef de l'État. À partir du moment où Panthéon et la Sorbonne sont occupés, un pouvoir en place, normalement, aurait demandé à la police d'agir. La police n'agit pas et elle ne reçoit pas d'ordre. Donc De Gaulle rentre, on va dire, un peu précipitamment en France, mais il rentre après 4 jours, il rentre le 18 au soir, et là, De Gaulle, Gautier, il déçoit ses fidèles inconditionnels parce qu'il paraît dépassé, sans vivacité, et il semble en fait écarté en fait entre un discours de fermeté qui est le sien et en fait le discours de prudence pompidolienne comme on disait à l'époque. Et donc il rentre le 18 et il va attendre 6 jours pour parler au public. Donc pendant ce temps-là, la grève, elle ne s'essouffle pas, même si la stratégie du pouvoir, comme c'est un peu le cas aujourd'hui avec la grève de la SNCF, lorsqu'il y a un mouvement de grève dure, le gouvernement cherche à temporiser parce qu'il se dit que les ouvriers vont finir un peu par lâcher. Donc si certains ouvriers lâchent, le mouvement s'essouffle et donc on est plus fort pour parler face aux représentants syndicaux. Mais là, le mouvement ne s'essouffle pas. Et De Gaulle, en fait, prend la parole le 24, et il y a ce fameux mot qui est connu, qui dit la rue c'est le désordre, la menace du totalitarisme, la chienlit. Et le soir, à Paris, violents incidents éclatent, et on relève selon les journaux de l'époque, et les statistiques même de la police, on relève des centaines de blessés. Donc ce mouvement populaire à la fois étudiant et ouvrier surprend tout le monde, mais surtout ce qu'on note, c'est l'apathie généralisée d'un appareil d'État. C'est-à-dire que personne en fait n'agit et surtout personne donne les ordres.
Oui, effectivement, il y a une complète confusion des pouvoirs. On ne sait pas trop qui doit faire quoi. Vous le savez, bien sûr, le général de Gaulle est parti quelques heures à Baden-Baden. Cela a suscité un petit peu l'interrogation et, pour tout dire, la panique. On a pu faire ensuite des comparaisons avec la fuite du roi Louis XVI vers Montmédy et son arrestation à Varennes en juin 1791. Pompidou lui-même a présenté à plusieurs reprises sa démission à De Gaulle, et finalement Pompidou n'a pas survécu, n'a pas survécu sur le moment, parce qu'il a été élu président naturellement après, il n'a pas survécu à mai 68, puisque un nouveau Premier ministre a été désigné à l'été 1968. Alors, le paradoxe, c'est que c'est un ministre qui aurait dû susciter bien davantage l'ire des gauchistes que Pompidou, puisque ce ministre, c'est Maurice Couve de Murville. Et qui était Couve de Murville? Eh bien, c'était l'un des grands argentiers de l'autorité, de l'État français, de l'autorité de Vichy, sous l'occupation allemande. Eh bien, pour autant, ces choses-là n'étaient pas trop connues à l'époque, puisqu'on était un petit peu dans le mythe du résistentialisme. Et pour autant, Couve a été nommé Premier ministre. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'un des successeurs indirects de Pompidou, le successeur direct de Couve, Jacques Chaban-Delmas, qui est nommé Premier ministre, lui est un homme qui prend en compte mai 68 à plusieurs reprises. Vous le savez, c'est l'homme de la nouvelle société, ce discours excessivement réformateur pour l'époque qu'il a prononcé, je pense que c'était en septembre 1970, un discours qui voulait un petit peu comme ça décongestionner la société, aussi décongestionner concrètement quelque chose comme l'ORTF. Ça avait paru quand même un petit peu excessif pour l'époque. C'est aussi un homme, Chaban, qui n'hésitait pas à s'entourer pour gouverner de syndicalistes ou d'hommes de gauche comme Jacques Delors. Il pensera qu'il aura un destin politique au-delà de la députation et de la mairie de Bordeaux qu'il occupait depuis 1947. Il se présentera à l'élection présidentielle de 1974 comme candidat gaulliste officiel, malgré la trahison de Jacques Chirac et des 43 députés. Il obtiendra à peu près 15% des suffrages. Comme quoi, la France n'était pas prête pour la nouvelle société de Chaban. Elle n'était pas prête non plus, au reste, pour l'union de la gauche entre socialistes et communistes proposée par François Mitterrand en 1974, qui échoue de peu contre Valéry Giscard d'Estaing. Mais c'est intéressant de voir que Pompidou a essayé un petit peu de temporiser en mai 68, en essayant d'adoucir le message de son gouvernement. On le verra peut-être en évoquant l'aspect des accords de Grenelle, par exemple, qui est une des pièces centrales du mai 68 ouvrier. Et les successeurs gaullistes de Pompidou vont plutôt essayer de liquider le gaullisme historique en essayant d'agréger dans leur discours et dans leurs programmes politiques respectifs des éléments tout de même de mai 68, en essayant de faire participer la société civile, en essayant d'intégrer la jeunesse, en essayant de valoriser les politiques culturelles, etc. Comme quoi mai 68 aura une influence, y compris sur le mouvement gaulliste. Bon, bien sûr, De Gaulle, l'influence indirecte, c'est que De Gaulle gagne les élections de 1968, mais démissionne, vous le savez, en avril 1969. Mais une des influences indirectes, c'est que tout de même, le paysage politique, à gauche bien sûr, mais y compris à droite, est influencé encore à ce jour, 50 ans après, par mai 68. Oui, comme tu l'as dit, la victoire de Gaulle, en fait, elle bénéficie de deux facteurs principaux. Le premier facteur, c'est la lassitude des Français. Et le deuxième facteur, Gauthier, c'est l'angoisse du désordre politique. Et donc, le parti de Gaulle obtient une victoire sans appel avec 293 sièges sur 487. Mais préalablement, avant la victoire du parti gaulliste le 30 juin, comme tu l'as dit Gauthier, il y a eu les accords de Grenelle. Donc les négociations sont entamées le 25 mai entre le gouvernement, le patronat et les syndicats. Et elles aboutissent aux accords signés au ministère des Affaires sociales, rue de Grenelle, d'où le nom. Donc ça prévoit l'augmentation du SMIC de 25%, des salaires de 10% et de la réduction du temps de travail. Mais ces concessions ne satisfont pas la base ouvrière et la grève continue. C'est l'impasse.
Mais la crise sociale de mai 68 débouche alors sur une crise politique, parce que le 30 mai, De Gaulle, vous l'avez compris, parce qu'il y a des élections en juin, De Gaulle annonce la dissolution de l'Assemblée afin de reprendre le pays en main. Suite à ces accords de Grenelle, Gautier, le grand perdant, apparaît alors. À l'époque, le grand perdant apparaît comme le syndicat étudiant. Ils sont un peu mis de côté dans ces grandes discussions entre le gouvernement et les différents syndicats ouvriers. Cependant, comme tu l'as bien dit, la révolte étudiante va avoir en fait un bouleversement sans précédent dans notre pays, au point qu'aujourd'hui, ne serait-ce que l'école et la culture vivent encore sous l'héritage de mai 68. Oui, effectivement, ça aura un grand impact. On peut dire aussi a posteriori que la convergence des luttes, thème dont je ne suis pas sûr qu'il existait à l'époque, cette convergence n'a pas fonctionné. On vous a expliqué que épisodiquement, il y a eu conjonction des luttes entre étudiants et ouvriers, mais épisodiquement aussi, ça n'a pas fonctionné. Comme le prouve la grève chez Renault à Boulogne-Billancourt, qui, le 16 mai, connaît un épisode significatif. C'est-à-dire que les militants syndicalistes qui faisaient grève ferment les grilles aux étudiants qui viennent témoigner de leur solidarité. La solidarité des étudiants, elle est récusée par les syndicalistes et par les ouvriers de Renault qui connaissent leur outil de travail et ne veulent pas forcément que de jeunes étudiants, plus jeunes qu'eux, parfois la moitié de leur âge, leur expliquent la vie, en gros. Mais à partir de là, tout de même si cet exemple de Boulogne-Billancourt est un peu spectaculaire en termes de désunion étudiants-ouvriers, il y a tout de même une grève générale qui, aux environs du 20 mai, touche environ 10 millions de personnes en France. C'est, comme on l'a dit, la plus grande grève de l'histoire de France. Oui. La plus grande grève de l'histoire de France, avec des conséquences importantes, notamment donc cette dissolution de l'Assemblée, mais surtout la liquidation, si on peut dire, du mouvement gaulliste originel, avec l'abandon du pouvoir par le général de Gaulle un an plus tard. Un an plus tard, oui. Un abandon donc consécutif à ce référendum d'avril, je crois que c'est le 27 avril 1969, un peu bancal, vous le savez, référendum hybride à la fois sur une première régionalisation, qui sera effective 13 ans plus tard avec les actes de décentralisation, les lois de fer en 1982, comme quoi les gens de la SFIO qui ont voté contre De Gaulle en 1969 parce qu'ils ne voulaient pas la régionalisation, mais qu'ils l'ont réalisé 13 ans plus tard, c'est au minimum un double discours, mais bon. Oui, parce que De Gaulle avait annoncé que sa volonté de démissionner si le non l'emportait. C'était très césariste comme manière de faire. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Valéry Giscard d'Estaing s'est rallié au non, et le non l'emporte par 52% des voix, tu l'as dit, le 27 avril 1969. Et donc le 28 avril 1969, un communiqué laconique tombe de Colombey. Je cite, « Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. » Voilà, une concision typiquement gaulienne. En gros, De Gaulle avait eu la maladresse, ou peut-être l'intention, parce qu'on peut penser que De Gaulle, sans faire de psychologie de bazar, était un petit peu comme ça, pas dépressif, mais avait des tendances comme ça à une certaine misanthropie tout de même. Il avait une grande vision pour la France, mais aussi il était assez souvent déçu de ses contemporains, assez souvent déçu des Français ordinaires, on peut dire. Il s'était dit, je vais peser dans la balance en engageant mon mandat, et donc ma crédibilité, ma responsabilité. Voilà, ma crédibilité, ma carrière politique en gros, et donc aussi la survie du gaullisme en France, enfin la continuité du gaullisme en France. Je vais l'engager sur ce référendum. Qu'il perd sur le fil quand même, parce que 52% c'est pas un rejet large du gaullisme, mais naturellement les forces de gauche vont en profiter pour faire de ce référendum anodin en apparence sur la réforme du Sénat et sur la régionalisation, dont on pourrait penser qu'il l'approuverait, un outil
pour dégager politiquement De Gaulle. Oui, le thème, il y a eu un transfert, hein, c'était plutôt pour ou contre De Gaulle finalement. Oui, c'est un référendum sanction, comme il y en a eu tant d'autres exemples après et sans doute avant. De Gaulle, lui, avait une conception un peu comme pouvait l'avoir Napoléon III avec ses plébiscites de 1852-1870. La gauche a eu un réflexe anti-plébiscitaire classique, sauf que là, on n'était plus au 19e siècle. Il y avait une vraie démocratie représentative, il y avait un vrai suffrage universel direct, instauré d'ailleurs par De Gaulle en 1962, et De Gaulle en a pâti. Ceux qui ont directement gagné de cela, ce n'est pas toute la gauche, c'est essentiellement le Parti communiste parce que, déjà compte tenu de la puissance du mouvement ouvrier, mais la gauche socialiste est sans leader et la deuxième gauche est trop faible, si bien qu'aux élections, à l'élection présidentielle suivante, en juin 1969, l'élection 69 justement, la gauche est laminée, hein, elle fait son plus bas score historique, 5% des suffrages exprimés avec Gaston Defferre, le maire de Marseille, tandis que la gauche communiste fait, elle, le plus haut score de son histoire, à peu près 20 ou 25% des suffrages. Mitterrand, prudemment, n'est pas candidat à l'élection alors qu'il l'avait été en 1965, il le sera de nouveau en 1974. Et puis un des vainqueurs indirects de cette chute de Gaulle, chute spectaculaire du gaullisme historique, ce sont, on les appelle de différents noms, formellement la Fédération des Républicains Indépendants, de fait les giscardiens, c'est-à-dire les partisans du ministre des Finances Valéry Giscard d'Estaing, qui ensuite constituera un courant autour de lui, en ralliant d'ailleurs une partie du gaullisme avec Jacques Chirac. Et puis on peut considérer indirectement que c'est une des formes modernes de l'orléanisme aussi, cette espèce de centre droit, libéral économiquement, très fortement europhile, assez girondin sur le plan de la vision de ce que doit être l'organisation territoriale du pays. Voilà, Giscard est aussi un des vainqueurs indirects de mai 68, et on peut dire que Giscard n'étant pas la vraie droite pour beaucoup de gens, il a aussi, lui aussi, amodié son discours en intégrant des éléments de mai 68. Alors pour finir sur De Gaulle, donc lorsqu'il le décède, mai 68 était passé par là, si je puis dire, parce que seul l'hebdomadaire satirique Harakiri ose un titre provocateur dans son numéro 94, daté du 16 novembre 1970, « Balle tragique à Colombey, balle BL, balle tragique à Colombey, un mort ». Ça, naturellement, c'est en référence à Colombey des Deux Églises, où De Gaulle habitait, où il a été enterré. Ouais. Donc on peut douter qu'avant mai 68, une liberté de parole telle n'aurait peut-être pas eu cours dans notre pays. Oui, puis De Gaulle, c'était un petit peu une icône sacrée, hein, du fait de son rôle d'organisateur de la résistance, enfin un des organisateurs, de libérateur officiel du pays, celui qui, disait-il, a restauré 2 fois la République, en 1940 et 1958, même si une partie de la droite s'était détachée de lui, naturellement, avec la guerre d'Algérie et sa politique algérienne ambiguë et parfois contradictoire, De Gaulle restait crédité d'un fort soutien populaire, à telle enseigne, par exemple, que le général de Gaulle, 3 ans avant mai 68, était candidat à sa réélection comme président de la République, mais il s'était dit qu'il n'était pas nécessaire de faire campagne, parce que il pensait être élu au premier tour. Et c'était une surprise quand, en décembre 1965, il fut mis en ballotage par un jeune prétendant, pas socialiste encore, mais plus ou moins de gauche à l'époque, François Mitterrand, qui a réalisé à peu près au premier tour, il a dû faire à peu près 32% des suffrages. De Gaulle en a fait 44% ou 45%, mais il pensait être gagné au premier tour de l'élection avec au moins 50%. De manière intéressante, d'ailleurs, une figure centriste qui annonce un petit peu Giscard d'Estaing comme Jean Le Canuet, lui fait à peu près 18%, je pense, comme quoi il y avait toute une fraction de l'électorat qui, sans être de gauche ou d'extrême droite, pouvait être un petit peu centriste, en avoir un petit peu marre du gaullisme. Cela, le général de Gaulle ne l'a pas compris. Il le comprendra un peu trop tard et il choisira donc de se retirer après son demi-succès de mai 68, puisque quand même il aura un succès
notamment la victoire aux élections législatives, notamment ce grand raz-de-marée gaulliste des 350 000 manifestants le 30 mai 1968, mais quand même, mai 68 est passé par là avec sa libération sexuelle, sa contestation de l'ordre établi, sa jeunesse qui veut être au pouvoir, et De Gaulle, politiquement, n'y survivra pas. Il démissionne en 1969 et, comme tu l'as dit Franck, il meurt un an plus tard. Alors concrètement, mai 68 a fait l'objet d'un certain nombre d'interprétations. Certains y ont vu un grand moment dans le mouvement ouvrier avec la plus importante grève générale sauvage à ce jour. D'autres ont vu dans le mouvement de mai 68 un mouvement étudiant simplement anti-autoritaire, contestant les hiérarchies établies. D'autres ont encore considéré mai 68 comme un mouvement visant à la libération des mœurs. Et enfin, aujourd'hui, certains le considèrent comme le ferment de l'individualisme post-moderne. Donc aujourd'hui se pose la question de savoir quelle est la nature des événements de mai 68 et son âge et de son héritage si particulier. Est-ce que c'est un héritage contestataire, un héritage ouvrier, mouvement de libération des mœurs? On verra ce que diront les autres historiens, mais en ce cinquantenaire, nous vous remercions de nous avoir écoutés pour cette émission consacrée aux événements de mai 68, notamment le 13 mai 68, ce mouvement ouvrier au sein de mai 68. Voilà, on espère que ça vous a donné quelques éclairages. Naturellement, nous avons placé le mai 68 ouvrier dans le mai 68 plus général, parce qu'il est impossible d'évoquer ces événements, ces grandes grèves, sans parler du contexte historique au sens plus large, du gaullisme, de la guerre froide, etc. Notre prochaine émission, Franck, le 1er jeudi de juin, je pense que c'est le 4 juin, sera consacré à une des grandes figures de la diplomatie européenne du 19e siècle, Metternich. Alors, petite rectification, sera le 7 juin. Le 7 juin. Donc, Metternich, grand homme d'État au service de la monarchie des Habsbourg, adversaire de la Révolution, puis de Napoléon, fondateur de ce qu'on peut appeler un des fondateurs de la Sainte Alliance. Donc suivez-nous pour une émission en direct, comme d'habitude, le premier jeudi du mois, le 7 juin à 19h, sur la chaîne de notre émission et surtout notre page Facebook, sur notre page Facebook, le jeudi 7 mai, émission sur le grand Metternich. C'est ça, l'émission sera en direct. Vous verrez, c'est une des dernières biographies qui est sortie au mois de mars, une très belle couverture aux éditions du CNRS. Voilà, donc rendez-vous le 7 juin pour Metternich. Merci aussi pour votre écoute, puisque on a fait un petit peu les statistiques. Pour ce premier semestre de diffusion de Fréquence Histoire, entre novembre 2017 et mai 2018, nous sommes à 36 000 écoutes cumulées, avec un record pour toujours cette émission sur Cabral et la découverte du Brésil, qui fait à peu près un tiers de nos écoutes. Voilà Franck, et chers amis auditeurs, rendez-vous le 7 juin pour Metternich. Merci Gauthier, merci chers auditeurs. Merci à tous.